Bonjour à tous, merci d'être présents. On va vous parler de stimulation des fonctions exécutives, de la métacognition et puis d'inclusion sociale au travers trois conférences ce matin pour parler pratiques pédagogiques et outils innovants également. Alors, on va démarrer avec la simulation des fonctions exécutives et des compétences sociales et émotionnelles grâce au programme INEMO Kids School. Et donc, Marine et moi-même, on va vous présenter ces différents travaux. Ce qu'on sait, c'est qu'en réalité, dès le plus jeune âge, il y a de plus en plus d'enfants qui présentent des difficultés comportementales et que agir en prévention était finalement quelque chose de pertinent et de ne pas attendre spécialement que les difficultés apparaissent, puisqu'on sait à quel point les fonctions exécutives, on doit vraiment aller les développer dès le plus jeune âge. Et les enseignants, alors chez nous en Belgique, on voyait vraiment au début de ces recherches, quand les recherches ont démarré en 2004, on voyait vraiment cet accroissement des difficultés et aussi au sein en fait, des classes par rapport aux enseignants qui ne savaient pas comment gérer ces comportements dits difficiles. Et donc voilà, le fait de pouvoir aller agir aussi sur le fait d'outiller les enseignants était évidemment semblé comme une évidence. Et c'est de cette manière qu'on a commencé ces recherches pour pouvoir aller donner des outils aux différents professionnels de la petite enfance. Alors parmi les troubles du comportement externalisés, on sait qu'il y a plusieurs facteurs de risque et nous on a travaillé sur 2 d'entre eux, puisqu'il y en a évidemment d'autres. On a travaillé sur les compétences exécutives, notamment plus précisément l'inhibition, puisqu'on sait qu'elle est vraiment au cœur du développement du comportement, et puis les compétences socio-émotionnelles. Alors au niveau des fonctions exécutives, je ne vais pas vous refaire les définitions, je pense que tout le monde est assez au clair avec le fait que ce sont ces compétences dont on a vraiment besoin pour aller contrôler notre comportement notamment, mais dont on a aussi beaucoup besoin dans les apprentissages, et qui finalement sont mobilisées vraiment dans toute une série de sphères de la vie de tous les jours. Ce qu'on sait néanmoins, c'est qu'au niveau des troubles externalisés du comportement, donc vraiment ces difficultés en fait qu'on va vraiment ces difficultés comportementales qui sont tournées vers l'extérieur, hein, comme l'agressivité, l'agitation, l'impulsivité, etc. Au contraire des troubles internalisés du comportement qui sont davantage de type introversion et autres. On sait quand même qu'il y a des spécificités dans cette population d'enfants présentant des difficultés comportementales au niveau des fonctions intellectuelles. Alors en général, ce sont des enfants qui ont un profil intellectuel dans la norme, mais qui ne vont pas aller mobiliser correctement leurs ressources. Je ne parle pas ici des enfants TSA ou avec une déficience intellectuelle qui auraient des difficultés exécutives associées, mais bien d'enfants qui présentent comme trouble primaire des difficultés comportementales. Et donc, en général, ce sont des enfants qui présentent de bonnes capacités intellectuelles, mais qui vont vraiment avoir du mal à mobiliser ces ressources, et du coup, chez qui on va voir, entre autres, des difficultés attentionnelles, mais également des difficultés exécutives, pas uniquement au niveau de ce qu'on appelle les fonctions exécutives froides, donc vraiment au niveau de vraiment tout ce qui est académique pur, mais également au niveau des fonctions exécutives chaudes, avec par exemple un besoin d'avoir des effets immédiats de leurs actions. Et donc le délai de gratification, c'est quelque chose qui est très compliqué pour eux à gérer, d'où l'importance du feedback positif directement après l'action. Et donc on le sait, l'inhibition, dans les fonctions exécutives, l'inhibition serait la fonction exécutive qui est la plus reliée aux troubles du comportement. Ça, c'était d'une part pour les fonctions exécutives, et puis d'autre part, il y a tout le volet de la cognition sociale. Alors, donc effectivement, on parle aussi dans ce projet INEMO des compétences sociales et émotionnelles. On s'est donc basé sur un modèle de la cognition sociale, même si on sait bien qu'il y en a plusieurs qui existent. Et plus précisément, au niveau, en tout cas, fondement théorique, on s'est basé sur 2 modèles. Le premier, c'est le modèle de la théorie de l'esprit. Alors, de nouveau, je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'expliquer ce que c'est, mais donc ça permet simplement de pouvoir comprendre l'autre, prédire aussi ses états mentaux et les états mentaux de l'autre. Et on s'est basé également sur un autre modèle qui est le modèle du traitement de l'information sociale, un modèle qui est peut-être un petit peu moins connu que la théorie de l'esprit. Et donc ce modèle-là, c'est un modèle qui va... ce sont des processus cognitifs, en fait, au même
de même niveau en fait que les fonctions exécutives, finalement, sont des processus cognitifs qui vont nous permettre de réagir de manière adaptée dans des situations sociales qu'on va vivre au quotidien. Ici, on parle des enfants, mais c'est évidemment des choses qu'on utilise aussi en tant qu'adulte. Et donc, vous voyez ici en dessous les principales composantes de ces deux modèles, donc théorie de l'esprit et traitement de l'information sociale, mais on n'a malheureusement pas le temps de rentrer dans trop de détails. Au niveau, par contre, des spécificités qu'on peut retrouver chez les enfants qui ont des troubles externalisés du comportement, aussi chez les enfants qui ont d'autres profils, mais on ne rentre pas là-dedans non plus, et également chez certains enfants qui n'ont pas forcément de troubles avérés, mais qui ont parfois des difficultés de comportement. On peut avoir des profils assez variés. On peut avoir des enfants qui vont avoir des difficultés plutôt au niveau de la compréhension des émotions, de la compréhension des croyances ou des fausses croyances, donc ce qu'on retrouve en théorie de l'esprit, au niveau des pensées, des désirs, des intentions, etc. Donc tous les états mentaux peuvent être impactés par ces difficultés de comportement. Et on a aussi un profil qui est un peu différent, qui se distingue un petit peu, qui est le profil des enfants qui ont des bonnes compétences en théorie de l'esprit, mais qui vont utiliser ces compétences à mauvais escient, donc à des fins de manipulation ou pour obtenir certaines choses. Et donc ils vont réussir à se mettre à la place de l'autre ou à la place même de l'adulte ou de l'enseignant, mais ils vont le faire à des fins négatives. Profil un peu plus spécifique du coup. Au niveau du traitement de l'information sociale, on peut aussi avoir des difficultés au niveau de toutes les étapes de ces processus cognitifs. Je n'ai pas non plus le temps de rentrer dans les détails, mais voilà, c'est important de savoir qu'on peut identifier des difficultés, des faiblesses dans chaque étape du traitement de l'information sociale. Et évidemment, on peut travailler dessus aussi après. Ce sera la suite. Ce qu'on sait aussi au niveau de la littérature, c'est qu'il y a des liens qui sont très forts et qui sont établis entre fonction exécutive et compétences sociales et émotionnelles. Donc ici, on vous a mis les principaux éléments qu'on retrouve dans la littérature. Il y en a évidemment d'autres, et si ça vous intéresse, on peut prendre le temps d'en discuter ensemble après. On peut vous partager pas mal de références. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a ce lien qui est établi, et ce lien, il est dans les deux sens. Donc c'est bidirectionnel. Ça veut dire que si je travaille les fonctions exécutives, je peux espérer avoir un impact sur les compétences sociales et émotionnelles, et inversement. Alors, on n'a pas non plus le temps de retracer tous les travaux qu'on a faits, mais on a quand même tenu à mettre une slide avec les articles pour que vous puissiez un petit peu vous y retrouver. Donc, ce qu'on a fait au niveau un peu du cheminement de tout ça qui nous a amené à faire ces études INEMO Kids School, on a d'abord mené des études de manière séparée. Donc, on a fait des entraînements avec des enfants tout venant ou neurotypiques sur ces compétences. On a fait pareil au niveau des fonctions exécutives, mais séparément. Ensuite, on s'est intéressé aux enfants avec des troubles du comportement externalisé. Pareil, compétences sociales et émotionnelles d'un côté, fonctions exécutives de l'autre. Et comme on a vu que ça avait des effets et qu'on a comparé nos interventions, on a combiné tout ça dans un projet qui est né et qui s'appelle INEMO Kids School. Et on a été mener ça dans les écoles en Belgique. Donc INEMO Kids School, IN c'est inhibition, EMO émotion, et Kids School, ben voilà, vous avez compris. Donc l'idée c'est qu'on a été dans plusieurs écoles francophones de Belgique, on ne parle pas assez bien néerlandais pour aller de l'autre côté. On a fait attention à varier les indices socio-économiques des écoles pour avoir vraiment un panel le plus représentatif. On a été dans presque toutes les provinces de la partie francophone de Belgique et on a fait attention aussi à varier les réseaux d'enseignement. Parce qu'en Belgique, on fait toujours des choses un peu compliquées. On a plusieurs réseaux d'enseignement et donc on a essayé vraiment de pouvoir cibler différents réseaux. Et nous sommes allés dans des écoles avec des classes de fin de maternelle et début primaire. Donc on a vraiment visé cette tranche d'âge de 5 à 8 ans pour aller travailler avec ces enfants qui sont en transition entre le maternel et les primaires. Voilà, ça c'est rapidement, c'est notre petit design méthodologique, mais comme ça, j'en profite pour signaler qu'on avait 241 sujets qui ont participé à l'étude. On a eu une phase de pré-test en début d'année scolaire pour tester individuellement tous ces enfants-là. Les parents ont complété des questionnaires, les enseignants également. On a aussi fait des mesures d'observation directe dans les classes. On a ensuite fait une répartition aléatoire par classe, puisqu'on avait des classes contrôle et des classes expérimentales. Donc dans les classes contrôle, l'activité habituelle suivait son cours, et dans les classes expérimentales, une fois par semaine, pendant 50 minutes, on faisait une animation en classe aux côtés de l'enseignant. Suite à ça, donc vers mai-juin, à la fin de l'année scolaire, on est rentré dans la phase de post-test, et donc là, on a retesté les enfants sur des mesures qu'on avait utilisées au pré-test, donc fonction exécutive, théorie de l'esprit et traitement de l'information sociale. La mesure de QI au pré-test, c'était simplement une mesure de contrôle.
Donc on n'a évidemment pas refait passer. On était en double aveugle, donc c'est Alexandra qui travaillait dans les classes et c'est moi qui étais les élèves de cette classe-là, donc elle ne savait pas avec quel élève j'avais travaillé et inversement. Alors au niveau de l'intervention en elle-même, on est vraiment passé par le jeu, principalement le jeu de société, mais aussi par des bricolages, par l'utilisation de morceaux de musique, par de la lecture d'histoire avec beaucoup de feedback et de questions liées sur les compétences sociales et émotionnelles également. On partait évidemment toujours aussi de leur vécu, et puis on a travaillé aussi sur base de certains d'extraits de dessins animés qui pouvaient vraiment aller montrer parfois aussi les différentes étapes dans le processus émotionnel. Et on a travaillé avec la métacognition. On s'est basé sur les travaux de Pierre-Paul Gagné, que j'avais déjà utilisés dans mes premiers travaux de recherche sur les fonctions exécutives, et on a été les transformer. On a utilisé 3 petits personnages, le monsieur Stop, le détective et puis la statue qui permet... Alors cette statue, elle s'est transformée entre-temps en Madame Zen, parce que l'idée n'est vraiment pas de dire aux enfants qu'ils doivent rester sans bouger, certainement pas, mais plutôt de leur faire comprendre qu'il y a certains moments, certaines activités dans lesquelles il va falloir pouvoir aller contrôler son corps pour réussir une activité. Et on travaille vraiment avec des degrés de complexité croissants dans les différentes activités, avec de la généralisation, avec vraiment tout un travail finalement sur les stratégies. Alors on pourrait vous en parler pendant des heures, mais en si peu de temps c'est compliqué, donc on vous renverra plutôt vers... alors je pense, je ne suis pas sûre, mais en fait on devrait enlever le QR code parce que je crois qu'il ne fonctionne pas. Je crois qu'il y a un petit souci et qu'il ne fonctionne pas. Donc, le plus simple, c'est d'aller sur le site enseignement.be. Vous tapez dans le moteur de recherche INEMO et vous allez tomber sur la page de recherche avec les rapports de recherche, mais également tout le manuel qu'on a écrit et qui est disponible gratuitement pour les enseignants et pour tout praticien qui voudrait l'utiliser, avec à chaque fois toute une partie théorique. Et puis après, il y a 37 fiches pédagogiques dont je vais vous parler immédiatement, qui permettent vraiment d'aller travailler directement en classe certaines activités liées soit au contrôle inhibiteur, soit aux compétences sociales et émotionnelles, où on a séparé le travail des compétences en théorie de l'esprit ou au niveau du traitement de l'information sociale. Pour vous donner un exemple, par exemple ici, on est sur une des fiches pédagogiques dans le contrôle inhibiteur, et c'est un jeu qui s'appelle Croc Croc Croc, et en fait, qui a été adapté de ce jeu-là. On montre... sur la table, il y a 3 éléments, une carotte, un fromage et une banane. Et on montre aux enfants, on rappelle l'association de cet aliment avec un animal, le singe, la souris ou le lapin. Et puis on montre l'animal à l'enfant sur une carte, et ils doivent aller chercher le plus vite possible l'aliment qui correspond à l'animal. À part qu'il y a des distracteurs parfois. Parfois l'animal a les yeux bandés, auquel cas il se trompe. Il doit aller chercher du coup un aliment qui ne correspond pas à l'aliment associé à l'animal, ou alors l'animal dort, et là il faut carrément rien faire du tout. Donc ça c'est le style de petits exercices que les enseignants peuvent faire en classe. Alors il y a également des jeux liés aux émotions. Je te laisse peut-être en parler. Oui. Donc pour vous donner un exemple, j'ai choisi une fiche parmi toutes les fiches du manuel, donc le thermomètre des émotions. Donc c'est une petite activité qu'on peut aussi faire de nouveau en classe, c'est toujours bien le principe. Chaque élève va avoir l'image de son thermomètre devant lui et on va les inviter, comme vous pouvez voir sur les photos, à aller chercher pour le côté gauche du thermomètre des images qui illustrent l'intensité de l'émotion qu'ils ressentent de temps en temps. Donc ici on travaille sur la colère, mais on peut le faire avec une autre émotion. Et du côté droit du thermomètre, on leur demande d'aller coller des stratégies de régulation émotionnelle qui fonctionnent avec eux en fonction de l'intensité de leur thermomètre de la colère. Donc c'est un exercice qui est individuel, chacun fait son propre thermomètre, mais en même temps on le travaille de manière collective parce qu'après on fait un partage et on discute ensemble chacun de son thermomètre. On se rend compte qu'on n'a pas le même thermomètre que son voisin et qu'en fait au niveau de l'intensité aussi on va avoir des stratégies qui vont être différentes. Ici vous avez un exemple de fiche pour le côté plutôt traitement d'information sociale, et dans le manuel, donc au moment où vous allez aller le télécharger sur le site enseignement.be, vous aurez toutes les annexes à télécharger, et parmi les annexes, vous avez des exemples d'images, comme vous voyez ici en tout petit. Vous les avez en grand, et vous pouvez travailler sur base de ces images avec vos élèves ou avec vos patients. Et vous avez toute une série de questions qui vous sont proposées en lien avec les différentes étapes du traitement de l'information sociale sur la fiche pédagogique. Donc c'est clé en main. Ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est qu'on a fait vraiment un programme qu'on voulait clé en main, parce qu'on sait que pour certains enseignants ou même certains thérapeutes, ils ont besoin d'avoir quelque chose de très
voilà, de très cadré, etc. Et puis, en fait, c'est pas non plus une obligation. Si on veut, on peut se détacher et faire les choses de manière un peu plus libre. Mais le matériel est vraiment inclus dans ce livre et est tout à fait accessible, puisque l'idée, c'était vraiment de rendre quelque chose accessible à tout un chacun. Au niveau des résultats, de nouveau, on n'a pas beaucoup de temps pour tout vous présenter, mais tout est disponible dans le rapport de recherche sur le site enseignement.be. Ici, on a vraiment mis les principaux éléments sur la slide. Donc, on a trouvé des résultats positifs entre le groupe contrôle et le groupe expérimental, les effets d'interaction temps fois groupe, etc. Tout ça, on pourra vous détailler aussi. Au niveau de l'attention, on a trouvé des résultats positifs dans le groupe expérimental, au niveau de l'inhibition, au niveau de la flexibilité, au niveau de la théorie de l'esprit et du traitement de l'information sociale. Et également, on a été testé aussi l'impact sur certaines choses en lien avec les apprentissages. Au niveau de la lecture, on n'a rien trouvé. Mais par contre, au niveau des maths, là aussi, on a trouvé des résultats significatifs au niveau des maths. Peut-être juste rajouter au niveau des maths qu'en fait, ce qui était assez intéressant, c'est que c'était une tâche de conservation du nombre. Et donc, on a pu voir qu'en fait, les enfants qui avaient eu l'intervention, eh bien, s'étaient améliorés par rapport à cette capacité dans cette tâche de conservation du nombre. On est en droit de se dire que le fait d'avoir été travaillé, finalement, l'inhibition a vraiment pu aider dans ce cadre-là. Et je fais un lien avec un symposium de hier, pour être tout à fait transparente aussi. On avait aussi des questionnaires, je sais qu'on en a discuté, on avait aussi des questionnaires et pareil, on n'a pas vraiment trouvé de résultats dans les questionnaires, alors on se questionne aussi un peu, mais comme vous hier, est-ce que on a suffisamment de recul pour observer les changements, pour que l'enseignant ou pour que le parent puisse souligner ça. Mais voilà, il y avait aussi des questionnaires qui ont été complétés et là, il y avait un peu moins de résultats significatifs. Et il y avait surtout une grosse mortalité expérimentale en termes de questionnaires. En fait, il y a beaucoup de parents qui ne nous ont pas rendu les questionnaires. Parce que, par exemple, dans l'étude préliminaire que j'avais faite juste sur les fonctions exécutives en 2015, eh bien là, on avait vu des choses dans les questionnaires de parents, mais c'était des parents d'enfants qui présentaient des difficultés, qui venaient en consultation et donc qui étaient beaucoup plus impliqués, entre guillemets, alors qu'en classe, en fait, les gens ont accepté qu'on teste leurs enfants, ils ont accepté qu'on vienne faire les animations, mais après, au post-test pour récupérer les questionnaires, c'était autre chose. Et donc, ça a clairement joué aussi dans cette difficulté de mettre en évidence certaines choses. Toujours est-il que ce programme, même s'il n'est probablement pas parfait, il nous a permis en tout cas de montrer qu'on peut aller stimuler des compétences qui sont essentielles dès le plus jeune âge, avec du matériel qui n'est pas coûteux, qu'on peut le faire déjà en prévention. Peut-être que certains enfants finalement vont avoir la capacité de développer ces compétences et du coup de ne pas glisser vers un diagnostic. Et ça, il y a moyen vraiment de le faire du coup dès le plus jeune âge. Ce qui est quand même très intéressant aussi, c'est que dans nos études, on a pu montrer, et je l'avais déjà montré dans les études juste sur l'inhibition, que ce sont les enfants qui ont démarré avec le niveau le plus faible qui ont le plus bénéficié des interventions. Que ce soit au niveau des performances en compétences sociales et émotionnelles ou en fonction exécutive. Donc très clairement, ceux qui en ont le plus besoin ont vraiment bénéficié le plus, et ça c'est quand même très chouette à mettre en place. Et donc c'est vraiment quelque chose finalement qui est à la portée de tous, parce que voilà, on a travaillé pendant toute l'année en classe, et quand on l'avait fait dans des petits groupes, quand on a travaillé les compétences séparément, on l'avait fait pendant 8 semaines à raison de 2 séances par semaine, et on a vu aussi des choses émerger. Donc voilà, à moindre coût, il y a vraiment moyen d'aller développer des choses chez les jeunes enfants. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller soutenir les enseignants, et ça peut servir aussi aux différents thérapeutes de la petite enfance, dans l'application justement de ces concepts pour aller finalement aider, parce qu'on le sait, c'est ce qui est le plus difficile, et ça on va en parler dans la conférence juste après. Ce qui est le plus difficile, c'est le transfert des acquisitions, le transfert dans la vraie vie. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre avec les fonctions exécutives. Voilà, et avant de clôturer, peut-être juste de dire que INEMO, c'est devenu aussi une association en Belgique qu'on a créée en 2017 pour pouvoir aller former en fait les enseignants sur le terrain et aussi les professionnels de la petite enfance. Et donc, on donne des conférences, mais on donne des formations également et des animations dans les écoles, et on en parle ici parce qu'en fait, on le fait partout dans le monde. Mais littéralement partout dans le monde. Et donc, voilà, il ne faut pas hésiter. On a remis
le lien du site web qui va être très bientôt mis à jour cet été. C'est là sur la to-do list. Mais donc, si c'est quelque chose qui peut intéresser dans certaines écoles que vous connaissez, ou dans certains centres, ou voilà, peu importe où ça se situe sur le globe, c'est quelque chose qu'on peut venir faire. 20 minutes et 19 secondes. Merci. Alors, ici, on va parler plus vraiment très pratico-pratique, avec finalement la manière dont on a été, suite à ces travaux de recherche, on a été développer un outil digital pour aller travailler les fonctions exécutives. Et je vais vous en parler donc tout de suite ici. Cet outil s'appelle Babaou. Mais avant de passer directement sur l'outil, voilà, pourquoi est-ce que cet outil a vu le jour? Parce qu'en fait, on a montré que travailler les fonctions exécutives, ça fonctionne. Et quel est le point dans tout ça? Eh bien, c'est la métacognition. Et donc, l'idée, en fait, de Babaou, c'était vraiment d'aller digitaliser des concepts utilisés dans des outils comme Atoll, comme Reflecto, comme Jeux Métagogite, comme Inemo, etc. Et pourquoi dans un jeu vidéo? Parce qu'en fait, alors aujourd'hui, on le sait, les écrans, c'est un énorme enjeu. Il y a du pour, il y a du contre. Ce qu'on sait quand même vraiment aujourd'hui, c'est que ce n'est pas spécialement l'écran qui pose problème, mais l'utilisation qu'on en a et finalement ce devant quoi on va mettre les enfants. Il est évident qu'un enfant qui passe 8 heures sur Wikipédia, ça n'a pas le même impact qu'un enfant qui passe 8 heures sur un jeu vidéo hyper violent. Et donc, le parti pris de Babaou, c'était de se dire aussi, on sait que les enfants sont sur les écrans, autant que ça serve. Et de finalement avoir cette part de déculpabilisation pour les parents aussi, de se dire en fait mon enfant peut faire quelque chose de bien aussi, d'aller développer des compétences en utilisant un device qui en fait est très motivant et très engageant. L'avantage du jeu vidéo, c'est quoi? Il est triple en fait. D'abord, c'est quelque chose d'itératif, c'est-à-dire qu'on peut recommencer autant de fois qu'on veut. On s'entraîne à son rythme, vraiment de manière totalement illimitée. Ensuite, c'est incrémental. On ne revient jamais en arrière. On commence de zéro. On ne fait que progresser. Au niveau de l'estime de soi, de son sentiment de compétence, ça joue quand même énormément. Et puis, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas la pression de l'école, il n'y a pas la pression des parents, il n'y a pas la pression de « je dois réussir absolument ». Et tout ça fait que voilà, ça reste vraiment un support qui peut être utilisé en complément d'autres outils pour aller stimuler ses compétences. Alors vous allez me dire, ok super, on le sait, il y a plein d'études qui ont montré que les jeux vidéo peuvent aller stimuler des compétences exécutives, attentionnelles, etc. Mais finalement, il y a la question du transfert, parce que nous, c'est ça qui nous intéresse. On ne veut absolument pas qu'un enfant devienne un expert à Babaou. On veut qu'en jouant à Babaou, il puisse aller développer des compétences qu'il va aller utiliser dans la vraie vie. Et c'est là l'enjeu du transfert qui est ultra compliqué avec les fonctions exécutives, on le sait bien. Et donc, il faut que ce soit challengeant, que ce soit suffisamment compliqué pour l'enfant et en même temps pas trop, donc vraiment rester dans cette zone proximale de développement et aussi s'assurer que finalement l'enfant ait du fun à aller jouer à ce jeu. Babaou a vraiment pris en compte aussi l'importance de la métacognition. Et donc, on va vraiment aller finalement transformer des concepts métacognitifs qui vont être directement applicables dans la vraie vie. On va passer de « je ne savais pas que je ne savais pas le faire » à « en fait, maintenant, je peux oublier que je sais le faire parce que c'est devenu automatique ». Et c'est tout le déroulé, si on déroule un peu la spirale de la manière dont on a été développé ce jeu, c'est vraiment, je pars d'une phase de prise de conscience, ok, je prends conscience qu'en fait, je ne sais pas le faire, à je vais automatiser, dans cette phase d'automatisation, je vais apprendre, je vais découvrir, je vais m'entraîner, et puis je vais aller généraliser à d'autres tâches pour comprendre que les stratégies que je viens d'utiliser, en fait, je peux les utiliser dans d'autres choses, pour au final avoir fait ce fameux transfert qui a un petit côté magique parfois, et d'être devenu finalement vraiment totalement optimisé. Si je vous demande à tous de faire vos lacets maintenant, en fait, vous ne réfléchissez plus à comment on fait. Les lacets, vous pouvez peut-être même continuer à m'écouter, ou peut-être même qu'on peut discuter ensemble. Et en fait, c'est quelque chose qui est devenu très automatisé, alors que quand on était tout petit, avant de réussir à faire nos lacets, on pensait à différentes stratégies, peut-être même parfois qu'on se faisait une petite chanson pour se souvenir de comment on devait faire.
Et donc ça, c'est vraiment tout l'enjeu dans Bababou aussi, c'est vraiment d'aller utiliser cette métacognition pour vraiment rendre l'enfant autonome et en fait totalement vraiment optimisé. En fait, finalement, créer de nouveaux réflexes cognitifs qui vont être utilisés dans la vraie vie. Et donc on essaye vraiment d'utiliser le meilleur de la neuroéducation pour pouvoir aller finalement soutenir ces compétences dans la vraie vie, avec un très chouette comité scientifique qui est derrière. Donc c'est vraiment, Bababou, c'est pas juste un outil, c'est un outil qui se base sur la science, qui reste à jour sur la science, et qu'on ajuste constamment. Alors vous allez me dire, mais concrètement, ça ressemble à quoi? Alors quand vous arrivez dans l'application, et ceux qui ont envie de le tester, je vous invite à me retrouver peut-être tout à l'heure à la pause. J'ai pris une tablette, vous pouvez le tester avec moi. Puis je peux vous le donner aussi pour que vous puissiez l'utiliser. Je peux vous créer un compte pour que vous puissiez l'utiliser à la maison ou avec vos patients. Il y a deux modes. Le mode aventure est un mode comme dans un vrai jeu vidéo, où on va se balader, où on va rencontrer, on va créer son avatar, on va vraiment aller se balader, rencontrer plein de personnages qui vont nous apprendre plein de choses. Aujourd'hui, on a surtout mis toute notre énergie dans le mode entraînement. Le mode entraînement, c'est un mode où on peut aller travailler les 5 fonctions exécutives principales. Alors, on a mis l'attention dans les fonctions exécutives parce qu'on considère que l'attention est quelque chose de vraiment transversal. L'attention, peu importe ce qu'on est en train de faire. Que vous soyez en train de m'écouter ou non, vous êtes en train de placer votre attention quelque part. Et donc on trouvait vraiment important qu'on puisse aller stimuler ces compétences. Dans chacune de ces fonctions exécutives, quand vous rentrez dedans, qu'est-ce que vous allez retrouver? Vous allez retrouver d'abord le mode découverte, c'est tout le volet métacognitif. Ensuite, le volet stimulation, c'est tout le volet de jeu et de défi où l'enfant va s'entraîner. Et puis tout le volet de mission, où on va forcer l'enfant à sortir de la tablette pour aller s'entraîner dans la vraie vie avec des missions qu'on va lui donner. Donc si on rentre dans le menu découverte, eh bien ici on est dans le menu découverte de l'inhibition. Alors on découvre le Bababou, donc chaque fonction exécutive a son Bababou, qui est le gardien de sa fonction exécutive, avec une petite boule au-dessus de la tête qui s'active. On va rappeler à l'enfant qu'il doit activer sa fonction exécutive. Il y a d'abord, par exemple, si je clique, donc l'enfant peut cliquer sur tout. Tout est écrit à hauteur d'enfant. Donc un enfant peut tout à fait voyager de manière autonome. Et tout est également mis en audio. C'est-à-dire que si l'enfant ne sait pas encore lire correctement, il appuie, le texte lui est lu. Aujourd'hui en anglais, en français et en espagnol. On a une petite chanson pour chaque FE. On a une petite chanson assez courte, mais qui permet d'engager l'enfant en fait, en début de séance, ainsi qu'une petite histoire qui permet de mettre la fonction exécutive en contexte. L'enfant se rend compte en fait, qu'il y a dans l'histoire un personnage qui vit des difficultés, et qu'en fait ces difficultés sont des difficultés d'inhibition, donc ça lui permet de rentrer dedans. Et puis on va lui expliquer finalement vraiment qui est ce Bababou, quels sont ses super pouvoirs. Alors dans le cas de l'inhibition, c'est celui qui lui permet de se dire « stop, je réfléchis avant d'agir ». Et aussi à quoi lui sert cette petite boule-là et comment est-ce qu'on va aller l'activer. On a créé des gestes PNL aussi pour chaque activation de chaque boule, parce que pour certains enfants, le fait de pouvoir aller activer physiquement, vraiment, c'est quelque chose qui va les aider. Et donc on a à chaque fois des petites vidéos qui sont faites pour expliquer à l'enfant comment activer tout ça. On va aussi aller apprendre à l'enfant dans cette partie découverte quel est le script cognitif vraiment de la fonction exécutive, qui se passe à chaque fois en 3 temps, pour que l'enfant comprenne vraiment au niveau métacognitif, ça c'est vraiment basé sur les travaux de Pierre-Paul Gagné, qui nous aide beaucoup dans le développement de cet outil, comment est-ce que ce script cognitif se déroule dans le cerveau de l'enfant. C'est ça qui va lui permettre de comprendre après comment il fonctionne dans la vraie vie. Et donc à chaque fois on peut aller cliquer sur des petits endroits du personnage pour découvrir ses différents super pouvoirs. Quand l'enfant a passé du temps dans cette partie de métacognition, il va aller s'entraîner dans la partie stimulation. Alors, je vous montre ici quelques petits jeux. On a par exemple ici un jeu où on demande à l'enfant, le plus vite possible, d'aller cliquer sur tous les pions verts. Alors, on a des niveaux de difficulté, jusqu'à 50 niveaux de difficulté. Et puis, on a par exemple aussi des moyens d'aller augmenter la complexité. Avec, par exemple, à un moment donné, on va lui dire regarde, maintenant, ton rond, il est vert, mais il faut aussi que le contour soit rouge. Et donc, il va y avoir plus de distracteurs, etc. On va vraiment jouer sur l'interférence également. Ici, par exemple, c'est un jeu où l'enfant doit sauter de neurotransmetteur en neurotransmetteur pour aller chercher des petites pierres. Et puis parfois, il y a une cible qui va arriver, il faut aller cliquer en même temps de manière très précise sur le milieu de la cible sans se faire avoir. On va avoir ici, par exemple, un jeu où l'enfant doit aligner du mieux possible des petites bûches qui vont arriver. Et au mieux, il anticipe, il planifie
le fait de sauter, au plus c'est aligné, au plus il va gagner 2 points. Ici encore un autre où on voit que voilà, on a un grand centre de déchets où on doit cliquer sur tous les déchets, mais quand ça se referme et que c'est rouge, on doit s'arrêter. Donc là, on est vraiment dans du stop and go. Et de nouveau, on va aller sur pas mal de niveaux de complexité. Donc pour toutes les FE, on va avoir plein de jeux comme ça dans lesquels on peut aller stimuler tout cela. Quand l'enfant s'est suffisamment entraîné, et on va vraiment le faire en plusieurs temps, c'est-à-dire qu'il va d'abord y avoir les parties prise de conscience, c'est-à-dire qu'on donne un jeu à l'enfant qui est ultra facile, vraiment très 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 facile. Mais on veut juste que l'enfant comprenne dans le jeu quelle est la fonction exécutive qu'il est en train d'entraîner. Une fois qu'il a fait ce jeu de prise de conscience, on passe... Ok. 4 minutes. Ok. Bon. C'est pas grave, on va y arriver. Une fois qu'il est qu'il a fini cette partie de prise de conscience, eh bien, il va passer en automatisation où il va aller s'entraîner avec des niveaux de difficulté plus compliqués. Et puis en généralisation, là, il va aller s'entraîner dans d'autres jeux, des nouveaux jeux, où il va comprendre qu'il est en train d'entraîner les mêmes fonctions exécutives. Et ensuite, il passera dans les missions. Dans les missions, en fait, l'enfant peut aller choisir des activités qui sont mises à jour régulièrement. Et donc, quand il a une petite pastille rouge, il voit qu'il y a quelque chose de nouveau à aller voir. Ou en fait, ce sont des activités. Il peut choisir la sphère de la vie quotidienne où il doit aller exercer cette fonction exécutive dans la vie de tous les jours. Alors, pour le thérapeute qui utilise... parce que le thérapeute qui a son compte, en fait, il a 50 profils pour travailler avec 50 enfants différents. Les abonnements famille, eux, ils ont 3 profils. Et en fait, pour les professionnels, eh bien, il y a du matériel pédagogique qui vient avec, c'est-à-dire un livret qui explique ce que sont les 5 fonctions exécutives à donner aux parents, un babacube un peu comme le tétraède pour aider l'enfant à comprendre quelle est la fonction exécutive dont il a besoin, et puis toute une série aussi de petits magnettes pour réactiver, et des cartes neuroéducatives qui sont comme des cartes Pokémon qu'on peut imprimer et plastifier, à donner aux enfants pour leur apprendre c'est quoi le cerveau, c'est quoi l'inhibition, c'est quoi un neurotransmetteur. Pourquoi le cerveau a besoin de glucose, mais qu'il n'a pas besoin que tu manges des bonbons toute la journée. Et donc, toutes ces petites cartes à collectionner sont vraiment des cartes neuroéducatives dont les notions en fait, neuroéducatives sont reprises dans un référentiel. Et tout ça est accessible et donné directement aux thérapeutes. Alors, vous allez me dire, OK, mais est-ce que ça marche? Alors, on a fait une première petite étude pilote cet hiver, avec 2 classes de primaire en Belgique, donc des enfants de 7-8 ans, donc 3e primaire, CE2, et 6e primaire, c'est-à-dire entrée au collège en France, des enfants de 11-12 ans, avec à chaque fois un groupe contrôle, moitié de la classe groupe contrôle et l'autre moitié groupe expérimental, avec des groupes qui étaient équivalents sur les variables démographiques de sexe et âge chronologique. Et qu'est-ce qu'on a fait? Alors de manière très très rapide, parce que je crois qu'il me reste 2 minutes, au niveau des tests cognitifs, on a vu qu'au niveau du strobe-fruit, les enfants les plus âgés arrivaient à mieux résister à l'interférence. Dans une tâche d'inhibition de l'anepsie, avaient des temps de réaction qui étaient moins impulsifs, ils prennent plus de temps, et ils ont également diminué leur nombre d'omissions au niveau de la tape dans une tâche d'incompatibilité. On a donné des questionnaires également, et au niveau du questionnaire de la Brown EF, on a vu au niveau des parents que les sujets qui avaient reçu l'intervention s'étaient davantage améliorés au niveau du focus attentionnel, de l'action, de la mise en action, et du score total de fonction exécutive. Et au niveau des enseignants, les enseignants des classes des plus jeunes ont montré une tendance à l'amélioration dans le score général de fonction exécutive. Mais là, aujourd'hui, où on a vu les plus grandes améliorations, c'est au niveau de la neuroéducation et de la métacognition. À savoir que dans des questionnaires qu'on avait créés et dans lesquels on leur demandait est-ce que les personnes très intelligentes ne font jamais d'erreurs? Est-ce que être distrait, c'est vraiment très très mal? Ben non, parce qu'en fait, quand on est distrait, qu'on traverse la route, mais qu'on entend un camion qui est en train d'arriver, cette distraction, elle peut nous sauver la vie. Et donc, il y a voilà, toute une série de choses au niveau neuroéducatif où les enfants ont compris qu'en effet, le cerveau, il a besoin de glucose, mais il n'a pas besoin de manger des sucreries tout le temps. Tout le vocabulaire neuroéducatif a été augmenté. Et puis, au niveau du dessin du cerveau, on a vu des choses vraiment très intéressantes parce qu'en fait, on a demandé à tous les enfants, avant de commencer l'intervention, dessine-moi ton cerveau. C'était la seule consigne, dessine-moi ton cerveau.
Puis on a redemandé la même chose en fin d'intervention à tous les enfants. Pour vous donner des petits exemples, on a vu par exemple des dessins qui étaient déjà pas mal, mais à la fin, on voit qu'il y a beaucoup plus de détails. On voit les neurones, on voit de la myéline, on voit chez d'autres enfants vraiment le passage de quelque chose de relativement simpliste à quelque chose où on voit qu'il est noté inhibition, émotion, gaine de myéline, astrocytes, etc. Donc vraiment une évolution. Les trous entre les neurones, c'est la fente synaptique, puis il y a le bleu, c'est la gaine de myéline. Ils ont vraiment beaucoup plus élaboré leur dessin du cerveau. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir été créé finalement un outil digital qui est utile pour les thérapeutes, que les patients peuvent aussi, pour lesquels c'est vraiment quelque chose de stimulant, et que les enfants peuvent continuer à utiliser à la maison, puisque les parents peuvent aussi avoir l'application. Alors c'est très rapide, 15 minutes. Avant de voir s'il y a des questions, d'abord je vous remercie tous. Je vous dis aussi que si vous le souhaitez, vous pouvez scanner ce QR code ou aller taper le lien. En scannant ce QR code, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous directement pour vous faire une mini démo. Ça dure même pas 15 minutes. On vous fait une mini démo complète du jeu et on vous active un abonnement d'1 an à tester en fait en tant que professionnel avec vos patients. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, c'est Axel qui fera la démo avec vous, qui est une de mes collègues, et pour pouvoir vraiment vous expliquer en détail. Mais si vous le souhaitez déjà à la pause tout à l'heure, vous n'hésitez pas, j'ai pris ma tablette avec moi et vous n'hésitez pas, vous pouvez déjà venir tester le jeu. Voilà. Merci. Alors, je vais essayer de respecter le timing. Donc... Oui. Oh, tu vois, quelle chance. 5 minutes pour les questions. Oui, super. Ok, parfait. Donc, je suis très heureuse de venir vous présenter aujourd'hui une recherche qui a été menée en collaboration avec l'UC Louvain et l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire au Luxembourg. Donc, j'ai travaillé avec eux pendant presque 4 ans. Donc, c'est des données qui ont été récoltées au Luxembourg. Et donc, j'ai travaillé avec les membres de l'Observatoire, donc Martine et Anne-Marie, et à l'UC Louvain avec un comité scientifique, dont la professeure Marianne Freinet. Je vais tout de suite passer, vous attendez évidemment à ce que je vais présenter. Je vais toujours tout de suite passer au cadre théorique. Donc, en fait, c'est vrai qu'en Belgique, on a l'habitude, dans un autre symposium, hier on en parlait, on a l'habitude de prendre comme cadre de référence la théorie de l'autodétermination. Je pense que tout le monde le sait, tout le monde le connaît plus ou moins, mais donc il y a 3 besoins. Donc il y a le sentiment de compétence, donc c'est vraiment se sentir efficace et capable dans ses actions. Et donc par exemple dans une classe, ça veut dire un élève, le fait de pouvoir se dire je vais réussir la tâche scolaire, je vais réussir mon année. Il y a le sentiment d'affiliation, donc ça c'est plutôt le sentiment d'appartenance. Je me sens appartenir au groupe classe, je me sens appartenir même à un groupe d'élèves. Je me sens bien dans mon école. Et puis, il y a le sentiment d'autonomie. Et donc là, ça veut dire cette liberté de choix, finalement, se sentir à l'origine de ses choix. Est-ce que l'élève peut choisir, par exemple, le type, la forme d'activité, etc. Et donc, en fait, dans cette théorie, ce qui est dit, c'est qu'au plus les besoins sont satisfaits, au plus on va tendre vers ce qu'on appelle une motivation intrinsèque, mais également vers un bien-être. Et donc, c'est vraiment ce cadre théorique on a décidé de s'appuyer sur ce cadre théorique pour aller voir finalement, au Luxembourg, est-ce que les besoins des élèves qui sont en inclusion scolaire sont satisfaits et comment aussi ces élèves finalement ils perçoivent les pratiques que les enseignants mettent en place dans les classes, qui sont des pratiques normalement à visée inclusive, par exemple de la différenciation. Et donc, évidemment, on parle d'inclusion scolaire. Alors, l'inclusion scolaire, c'est un processus qui vise à garantir à tous les élèves un accès équitable à l'éducation, quels que soient leurs besoins particuliers. Et donc, c'est vrai que l'inclusion scolaire, c'est quand même un fameux enjeu. On en discutait à droite et à gauche. Donc, pour les enseignants, c'est vraiment très, très dur face à une classe très hétérogène avec divers besoins spécifiques. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a
aussi 2 niveaux finalement en termes d'inclusion. Il y a l'inclusion plus en termes, on va dire, académiques, donc structurels, et puis il y a l'inclusion aussi sociale, donc par exemple avec les autres élèves. Et donc l'inclusion, elle est souvent conçue justement plutôt en termes d'adaptation technique. D'ailleurs, en fait, les enseignants dans l'étude au Luxembourg, ce qu'ils nous disent, c'est ce qu'ils mettent le plus souvent en place, c'est des adaptations, par exemple, imprimer en recto verso, agrandir la taille des documents. Mais c'est vrai qu'il y a moins en fait, d'adaptation qui est mise en place sur justement l'appartenance au groupe classe. Et nous, finalement, dans cette étude, on s'est aussi intéressé, les élèves, eux, comment est-ce qu'ils vivent ces ajustements et est-ce qu'ils se sentent vraiment inclus? Parce que c'est vrai que dans les études, donc il y a quand même de nombreuses études sur l'inclusion scolaire et sur les pratiques, par exemple, de différenciation, sur les outils d'adaptation, sur la réussite scolaire des élèves à besoins spécifiques. Mais c'est vrai qu'on s'intéresse moins souvent à la perception qu'ont les élèves de ces pratiques, quels sont leurs ressentis et en termes de différence ou d'exclusion, dans un cadre qui est dit inclusif. Et donc, l'un des objectifs de cette étude qui a été menée au Luxembourg, c'est vraiment de comprendre l'inclusion sociale, finalement, qui est vécue par les élèves à besoins spécifiques, en lien avec leurs besoins psychologiques, s'ils sont, oui ou non, satisfaits. Et c'est vrai que je vous ai mis, c'est quand même quelque chose qui est souvent évoqué, c'est que l'élève qui est scolarisé en milieu ordinaire ne se sent pas d'emblée inclus. Parce que parfois, on se dit, s'il est dans une école ordinaire... ils se sentent d'office inclus, mais non. Parfois, ce sont des élèves qui se sentent quand même pas appartenir à un groupe d'élèves ou voilà, qui ne se sentent pas finalement en adéquation dans ce cadre. Alors, le Luxembourg, c'est un tout petit pays, mais avec plein de particularités. Quand je suis arrivée au Luxembourg, je me suis dit, mais c'est génial, ils ont des moyens énormes qui mettent en place pour l'inclusion scolaire. Il y a plein d'acteurs qui sont embauchés pour soutenir cette inclusion scolaire. Ils ont vraiment ils ont un service national d'éducation inclusive. Je me suis dit, ça va être génial. Et en fait, eh bien, c'est très compliqué. Déjà parce qu'il y a un multilinguisme énorme. Donc, vous le voyez dans le petit graphique, mais donc il y a 50%, en tout cas dans notre échantillon, où la première langue parlée à l'école, c'est une autre langue que le luxembourgeois, le portugais, le français ou l'allemand. Et la deuxième langue, c'est le portugais. Donc, portugais et autres, ça vaut pour 50% de la première langue parlée à l'école. Donc ça, c'est une réalité pour les enseignants du Luxembourg. C'est vraiment quelque chose pour eux qui est très, très difficile à aborder, ce multilinguisme. Il y a aussi des niveaux socio-économiques très variés et qui sont liés à cette première langue parlée à la maison. Il y a aussi une multitude de réformes et de changements qui sont mis en place. Ici, en 2023, ils ont de nouveau fait une réforme contre laquelle l'Observatoire a émis un avis négatif, mais cette réforme est quand même passée les derniers mois avant les changements législatifs, comme par hasard. Et donc, une multitude de réformes avec à chaque fois des nouveaux acteurs. Donc, ils ont mis un IEBS maintenant au fondamental. Donc, c'est un instituteur spécialisé pour l'accompagnement des élèves à besoins spécifiques. Et maintenant, en juin 2023, ils ont rajouté un AEBS, donc c'est un accompagnant des élèves à besoins spécifiques. Et en fait, le problème, c'est que dans cette collaboration multiprofessionnelle, il y a tellement d'acteurs que finalement, les personnes elles-mêmes ne savent plus les missions en fait ne sont pas claires et donc il y a des zones de chevauchement et parfois il y a des accompagnateurs qui arrivent en classe en même temps dans la classe. Donc pour l'enseignant, c'est une catastrophe à gérer. Et la dernière chose, c'est qu'au Luxembourg, alors ils investissent beaucoup, mais en 4 ans, je n'ai jamais réussi à avoir les données liées aux élèves à besoins spécifiques. Donc, on nous dit qu'il y a des données, mais en tout cas, on n'y a pas accès. Et donc, on ne sait pas combien d'élèves, quel type de besoins spécifiques, où ils sont. Il y en a, mais on n'a pas les données. Donc ça, c'est pour vous représenter un peu la multitude d'acteurs qu'il peut y avoir autour des élèves à besoins spécifiques. Et il y a aussi une autre notion, c'est que les acteurs, ils dépendent soit du niveau local, donc de l'école, soit du niveau régional, soit du niveau national. Et donc aussi, il faut s'imaginer en termes de collaboration multiprofessionnelle, pour faire passer la transmission, ne fût-ce que d'informations d'un acteur à l'autre, c'est quelque chose de très compliqué. Donc voilà, donc ça c'est pour le cadre luxembourgeois. Et donc finalement, on s'est posé plusieurs questions sur lesquelles je vais revenir dans ma présentation par rapport aux résultats. Mais donc l'objectif, c'est vraiment de mieux comprendre les dynamiques subjectives de l'inclusion en dépassant la seule perspective académique et ou de l'adulte.
Alors, donc, notre échantillon, c'était une grosse étude. On a demandé à des directeurs d'école, à des enseignants, à des accompagnateurs, donc tout type d'accompagnateurs que vous avez vu sur le graphique précédent, aux parents d'élèves à besoins spécifiques et aux élèves à besoins spécifiques, pour lesquels on a adapté en langage facile des questionnaires, pour lesquels il y avait aussi des personnes ressources qui étaient mobilisées pour aider l'enfant à compléter les questionnaires en fonction de ses besoins. Et donc, cette enquête, elle a été distribuée au niveau national. Alors évidemment, on n'a pas eu un taux de réponse énorme, parce que même si ils sont tous très investis, quand on demande de remplir un questionnaire aussi long, il y a tout de suite des réticences. En tout cas, pour les enseignants, si ça vous intéresse, il y a le rapport qui va sortir. Donc il y a une première partie du rapport qui est disponible sur le site de l'Observatoire, et la deuxième partie du rapport sort ici en septembre. Et donc là, il y aura toutes les données par rapport aux enseignants. Mais que soit, donc ici, par rapport aux élèves à besoins spécifiques, donc on a 30 élèves du fondamental et 62 élèves des lycées qui ont répondu. Et on a été chercher aussi des données auprès de leurs parents. Et donc là, on a 51 parents d'élèves du fondamental et 56 parents d'élèves des lycées qui ont répondu. Et donc aussi, c'est important, mais donc pour la définition des élèves à besoins spécifiques, elle varie évidemment par rapport au niveau fondamental versus lycée. Mais c'était toujours des élèves qui avaient un diagnostic et où était suivi par une des personnes ressources, d'avoir un IEBS, un membre de l'ESEB ou un membre d'un centre de compétences. Pour définir un peu mieux cet échantillon, donc les parents nous ont indiqué quel type de besoins spécifiques avaient ces élèves. Et donc c'est majoritairement des élèves qui présentent un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, des troubles spécifiques des apprentissages et des troubles socio-émotionnels. Je me rends compte que c'est assez petit. Il y a aussi troubles ici donc de la parole et du langage. Et au lycée, c'est au potentiel intellectuel. Alors finalement, que nous disent ces élèves? Alors quand on leur demande, donc, est-ce que c'est gênant d'avoir un adulte? Donc ici, c'est vraiment au niveau des pratiques de différenciation, qu'est-ce qu'eux en pensent? Mais de façon générale, il n'y a pas de différence déjà entre... Ici, c'est les attitudes que les élèves ont concernant les adaptations dont ils bénéficient. Et donc, il n'y a pas vraiment de différence, en tout cas, entre les élèves du fondamental et des lycées. Et ce qu'on remarque, c'est que... voilà, vous voyez, après, il y a des scores qui ont été recodés, mais donc, c'est moyen, donc, puisque ça va sur une échelle de Likert de 1 à 5. Ce qu'on peut quand même noter, c'est que ce qui est le plus gênant, on va dire, pour eux, c'est quand même de devoir utiliser du matériel différent, donc adapté, et d'avoir parfois moins d'exercices à réaliser. Alors ça nous a très très fort étonnés. Et en fait, de façon qualitative, on a été un peu on a demandé à avoir des entretiens avec certains enfants. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est vraiment cet aspect ils sont un peu stigmatisés par rapport au groupe classe, la façon dont c'est fait par les enseignants, en fait. C'est ce que les élèves, eux, ressentent. Donc voilà, après, parce que ce sera une de mes questions après, enfin, une de mes conclusions après, et alors parfois le sentiment de devoir quitter la classe pour les élèves du Luxembourg, parfois c'était plus embêtant, mais il y a une différence, vous voyez, que c'est plus embêtant pour les élèves des lycées que pour les élèves du fondamental de devoir quitter la classe. Alors après, on a aussi donc posé des questions sur donc au niveau plutôt de mon enseignant, qu'est-ce qu'il propose. Et ici de nouveau, donc les résultats sont assez homogènes par rapport donc fondamental par rapport au lycée. Il y a une différence qui apparaît comme significative, c'est que les enseignants du fondamental proposent plus d'exercices à certains élèves qu'au lycée. Mais sinon, vous voyez que les scores sont quand même assez bas. Et donc là, la question qu'on se pose, c'est in fine, est-ce que ces élèves perçoivent les pratiques pour pouvoir dire mon enseignant adepte, ou est-ce que c'est tellement bien fait finalement dans une visée plutôt de conception universelle des apprentissages que l'élève ne perçoit pas qu'il y a des pratiques qui sont différenciées ou à visée inclusive. Donc ça, c'est vraiment une question qu'on s'est posée. Est-ce qu'ils sont capables finalement de reconnaître les pratiques quand l'enseignant donne cours? Et donc au niveau après des perceptions donc, que ces élèves ont au niveau de leurs 3 sentiments, donc au niveau du sentiment de compétence, vous voyez qu'on est
on est plutôt dans un score moyen. Et donc, les items, c'est par exemple, je suis sûre de pouvoir comprendre ce qu'on apprend à l'école. Et il n'y a pas de différence, de nouveau, entre les élèves du fondamental et des lycées. Mais donc, on voit quand même que c'est un sentiment qui apparaît comme plutôt faible. Et au niveau de l'autonomie, vous voyez ici, il est aussi voilà, juste dans la moyenne ou juste en dessous de la moyenne. Et les élèves à besoins spécifiques, ils indiquent quand même rarement pouvoir choisir leur activité ou donner leur avis sur leur accompagnement. Il y a juste que les lycéens rapportent avoir un tout petit peu plus un sentiment d'autonomie sur 2 items. Et donc, c'est mon enseignant me propose de choisir entre plusieurs activités et me laisse choisir avec qui je veux travailler. Et puis après, par rapport au sentiment d'affiliation, en fait, il y a un fort sentiment d'affiliation scolaire, donc dans la classe. Et donc, les items, c'était par exemple, je me sens bien dans mon école. Mais quand on leur demande finalement, est-ce que vous êtes invité pour un anniversaire en dehors de l'école, et là c'est très très faible. Donc dans l'école, ils se sentent appartenir à un groupe classe, mais quand ils sont en dehors de l'école, voilà, ils ont beaucoup moins de relations sociales, amicales. Voilà. Et donc après, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé donc lien prédictif avec des régressions hiérarchiques, mais je vous passe les détails, pour voir finalement qu'est-ce qui pouvait expliquer ces pratiques pédagogiques. Et donc, ce qu'on voit déjà, c'est évidemment, ça c'est dans le cadre de la théorie de l'autodétermination, il y a évidemment des liens entre les 3 besoins. Ce qui est super intéressant, c'est que vous voyez qu'on a demandé le soutien à l'autonomie. Donc, est-ce que mon enseignant me laisse le choix ? Et ça, en fait, le soutien perçu à l'autonomie et le sentiment d'affiliation, il expliquait 47% de la variance du sentiment d'autonomie. Donc le soutien à l'autonomie et le sentiment d'affiliation, ça semble quand même être quelque chose de très important pour en tout cas soutenir le sentiment d'autonomie de ses élèves. Et le soutien le sentiment d'affiliation, il explique à lui seul 31% de la variance. Donc quand on soutient le sentiment d'affiliation, ça explique 31% du sentiment d'affiliation. Et donc, au niveau de la perception des pratiques pédagogiques, on voit que, en fait, les 3 sentiments ensemble vont expliquer 17% de la variance. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a aussi des données sur le climat de classe. Donc, j'ai beaucoup de données, donc j'ai dû sélectionner ici pour aujourd'hui. Mais ce que je trouve important de vous dire aujourd'hui, c'est que la qualité finalement des relations qu'ils ont avec leurs camarades et le sentiment de coopération, il explique 40% de la variance du sentiment d'affiliation, qui lui-même va expliquer la perception des pratiques pédagogiques. Donc, parce qu'on a aussi fait des modèles de modération. Je vous passe les détails. Mais donc, de nouveau, ça paraît vraiment très, très important de pouvoir soutenir ce climat de classe et soutenir ce sentiment d'affiliation. Donc, je vous inviterai après à aller voir en septembre ce rapport. Et donc, on a à chaque fois mis des roues comme ça explicatives sur base de nos résultats en fonction de ce qui pourrait être des leviers, finalement, pour soutenir ces besoins fondamentaux chez les élèves, chez les enseignants, chez les accompagnateurs et chez les parents. Et donc ici, voilà, on voit le soutien à l'autonomie, le soutien perçu de l'autonomie et de l'affiliation, et l'environnement semblent quand même des éléments clés. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une ambivalence évidemment du vécu. Donc ici, on a encore d'autres analyses qu'on est en train de poursuivre pour après publier, pour différencier finalement en fonction des besoins spécifiques. On a l'importance du climat de classe, évidemment l'importance des besoins psychologiques qui sont ici partiellement satisfaits, et l'importance de la différenciation pédagogique, mais avec cette grosse question qui reste, est-ce que c'est une absence réelle ou est-ce que c'est une intégration discrète des adaptations? Et au niveau des perspectives, donc évidemment, ce qui a été mis comme recommandation à la fin du rapport, c'est de donner plus de voix aux élèves, de pouvoir booster un climat de classe coopératif et respectueux, évidemment de former les enseignants. Alors ça, c'est un sujet dont on pourrait parler des heures, parce que justement, il faut pouvoir changer d'abord les attitudes, on le sait, avant qu'il y ait un changement au niveau des pratiques, et explorer davantage la réception des adaptations pédagogiques de la part de ces élèves, et pas toujours demander aux enseignants ce qu'ils font. Voilà, j'espère que j'ai respecté plus ou moins le timing. Je vous remercie pour votre attention.